Ricardo, je suis tombé sur ton livre par hasard. J'ai commencé la lecture vers 15 heures, mais je ne savais pas comment m'arrêter. J'ai continué la lecture toute la soirée et c'est à 3 heures du matin que je suis arrivé à la fin. Pour la première fois, j'ai lu un livre en un temps record et jamais un livre m'a autant révolutionné. Ça, c'est le témoignage d'une personne qui a lu le livre La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Voici un autre témoignage. Un homme d'une cinquantaine d'années a raconté comment ce livre avait changé la vie dans son couple. Le lecteur avait lu le livre et il était convaincu que c'était la solution au problème d'argent que vivait sa famille. Sa femme, qui ne savait rien faire sinon regarder la télévision du matin au soir, était une grande dépensière qui estimait que l'argent qu'on lui laissait ne suffisait jamais. Mais comment convaincre sa femme de lire un livre sans créer de dispute, puisque sa femme n'aimait pas du tout lire? Le monsieur a eu une géniale idée et a proposé le deal suivant à sa femme. « Ma chérie, si tu lis ce livre, je t'offre 50 000 francs CFA. » Pour gagner donc les 50 000, son épouse s'est mise à lire le livre et l'a fini en 2 jours. Et après avoir fini de lire le livre, elle dit à son mari, « Tu peux garder ton argent. » À partir de ce moment, elle se mit à économiser une partie de ce qu'elle recevait pour la cuisine et quelques mois plus tard, elle commença un commerce devant sa maison. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something. Pour ceux qui n'ont pas encore lu ce livre, La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama, laissez-moi vous dire que c'est un best-seller. C'est un livre vendu en plusieurs millions d'exemplaires ici en Afrique. Ça veut dire que des millions de personnes l'ont lu. C'est un livre à grand succès. Et le livre raconte l'histoire de l'auteur Ricardo Kanyama. Pour la petite histoire donc, Ricardo est né d'une famille polygame et a perdu son papa à la quarantaine lorsque lui-même avait 6 ans. Dans leur village, le vieux était sans doute l'un des hommes les plus riches du village. Et quand il est décédé dans leur clan de matriarcat, l'héritage ne revient pas aux femmes et aux enfants du défunt, mais à son clan. Et donc quand le vieux est décédé, quelques jours plus tard, les oncles, les cousins sont venus expulser les femmes et les enfants pour hériter donc des propriétés du bétail et des plantations du défunt. Et donc, il s'est retrouvé avec sa maman et ses 4 autres frères dans le village de sa mère pour être éduqués, donc pas la mère seulement. La mère a dû affronter toutes les difficultés de la vie pour pouvoir éduquer les enfants. Ce qui a particulièrement marqué Ricardo, c'est comment elle a dû affronter toutes les difficultés en préservant une seule chèvre. Parce que quand on les a expulsés, en guise de sympathie, les oncles ont donné à chacune des 2 femmes une chèvre. Et sa maman a préservé la chèvre, et ce malgré les difficultés de la vie. Et de cette chèvre est né finalement un grand troupeau qui a largement contribué à leur éducation et à leur scolarisation. À l'opposé, la belle-mère qui aussi avait reçu une chèvre n'a pas supporté les difficultés et a fini donc par se séparer de sa chèvre pour une satisfaction personnelle, sous la pression justement des enfants qui étaient habitués à manger la viande avec leur papa. Et qu'en est-il de l'héritage du défunt qui est revenu aux mains des oncles et des cousins? Mais ils ont tout simplement dilapidé cet héritage et sont revenus à la case départ. L'auteur, quand il va grandir, qui va avoir des diplômes sans travail, il va finalement mener cette réflexion: comment maman a pu garder sa chèvre au fil des années en affrontant toutes les péripéties, tous les challenges de la vie et en préservant cette chèvre pour qu'elle devienne un troupeau. Et de cette réflexion, il va avoir une idée. Il va commencer par considérer chaque billet de banque comme une chèvre et se dire: je ne vais pas dépenser ce billet tant qu'il ne m'aura pas généré d'autres billets de banque. Et ça va faire la différence. Ça va faire qu'il va partir de néant, de quelqu'un qui gagnait pratiquement 10 000 francs le mois, à millionnaire en dollars en l'espace juste de 7 ans. Et donc c'est cette histoire qu'il raconte dans ce livre. Et de ce livre,
deux lois du succès fondamentales se dégagent. La première, c'est l'épargne et la deuxième, c'est l'investissement. Alors, pour éviter que la vidéo soit trop longue, dans cette vidéo, nous allons justement parler de la première loi, qu'est l'épargne. Et je sais sans doute que vous savez, tout le monde sait ce que c'est que l'épargne. Et pour quiconque travaille, il a déjà essayé d'épargner, peut-être même que vous épargnez déjà. Et si donc, cette loi semble pour vous trop simple, trop évidente, trop facile pour être efficace, laissez-moi vous raconter une petite histoire qui devrait vous convaincre de son efficacité. Le livre de George Clason, L'homme le plus riche de Babylone. C'est le titre du livre, L'homme le plus riche de Babylone. En passant, si vous ne l'avez pas encore lu, cherchez à le lire. C'est un livre sur le succès qui est très intéressant. Dans le livre, l'auteur raconte l'histoire d'un jeune homme nommé Arcade qui s'en va voir un homme riche de son époque pour lui demander le secret du succès. Et l'homme riche, Algamish, lui donne le conseil suivant. Si vous économisez une partie de ce que vous gagnez, pas moins que 10%, vous serez riche. Si vous épargnez une partie de ce que vous gagnez, pas moins que 10%, vous serez riche. Et ceci paraît trop simple pour le jeune homme et donc il repart déçu du conseil et sceptique quant à l'efficacité de ce conseil-là. Il retourne chez lui donc déçu, mais après quelques jours de réflexion, il se décide quand même à appliquer. Si vous avez lu le livre, vous savez qu'il a terminé en tant que l'un des hommes les plus riches de son époque et de sa génération. Et cette histoire m'évoque une autre histoire dans la Bible, pour ceux qui aiment lire la Bible en tout cas. C'est l'histoire d'un chef guerrier qui s'appelait Naaman dans la Bible, 2 Rois chapitre 5 verset 1. On n'aura pas le temps de faire le récit, mais vous savez que finalement quand il a appliqué le conseil du prophète, il a été guéri de sa lèpre. Comme quoi les conseils les plus simples peuvent se révéler très efficaces. L'auteur déclare dans son livre que tout celui qui dépense tout son revenu actuel dans la consommation et n'en épargne pas au moins 10% ressemble à celui qui tue sa seule chèvre et par là perd toute possibilité d'en obtenir un troupeau. Donc selon lui, peu importe ce que vous gagnez, peu importe votre source de revenus, peu importe la taille de vos revenus, si vous dépensez tout ce que vous gagnez sans laisser de côté au moins une partie, environ 10%, vous ressemblez à quelqu'un qui dispose d'une chèvre et qui tue cette chèvre-là pour satisfaire un besoin personnel sans lui laisser la possibilité de se transformer en un troupeau. Si vous avez une chèvre que vous la gardez, elle peut devenir un troupeau. Si vous la tuez, vous aurez perdu toute chance d'obtenir un troupeau plus tard. L'auteur va considérer chaque billet de banque comme une chèvre. Et ça va faire la différence. Selon lui, d'une manière ou d'une autre, dans notre façon d'utiliser l'argent, nous ressemblons à l'une de ces 3 catégories de personnes. La première catégorie, c'est la belle-mère. Souvenez-vous, la belle-mère donc de l'auteur qui a sacrifié sa chèvre pour une satisfaction personnelle. La belle-mère représente des personnes qui ont des revenus faibles et qui vont tous les dépenser sous prétexte que ce n'est pas suffisant pour pouvoir garder une économie. Si vous fonctionnez comme ça, vous restez pauvre indéfiniment parce que l'argent ne va jamais vous suffire. La deuxième catégorie, ce sont les cousins. Les cousins, c'est les gens de la classe moyenne qui ont des revenus assez élevés, mais qui en même temps ont un standing de vie suffisamment élevé pour ne pas pouvoir faire des épargnes, des économies, parce que justement, leur niveau de vie les oblige à dépenser tout ce qu'ils gagnent, principalement dans la consommation, les voitures, les voyages, les maisons, les loisirs, et finalement, rien à économiser. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie belle-mère. Dans cette catégorie-là, ce sont des personnes qui ont des revenus très faibles, mais qui, dans leur sagesse, vont tout faire pour garder quand même une partie de ce qu'ils gagnent pour pouvoir se constituer un capital d'investissement. De quelle catégorie appartenez-vous? Que vous travaillez ou non? Est-ce que vous êtes dans la catégorie de la belle-mère qui a tué sa seule chèvre pour une satisfaction immédiate? Est-ce que vous êtes dans la catégorie des cousins qui gagnent suffisamment de revenus mais qui n'arrivent pas à économiser parce qu'ils ont un standing de vie tellement élevé?
ou est-ce que vous faites partie de cette infime partie de la population, ma mère, qui, peu importe combien il gagne, arrive à laisser de côté une partie pour se constituer un capital d'investissement. La différence fondamentale entre riches et pauvres ne se trouve pas dans la quantité de l'argent que chacun gagne ou que chacun possède, mais de ce que chacun fait de son argent. Selon l'auteur, il y a principalement 3 catégories de pauvres. La première catégorie, ce sont les pauvres chroniques. Et quand il dit pauvres chroniques, ça ne veut pas dire des gens qui n'ont pas de source de revenus, comme des chômeurs par exemple. Non. Les pauvres chroniques sont des gens qui ont des revenus, mais qui s'arrangent toujours à dépenser plus que ce qu'elles gagnent. Ces personnes-là dépensent plus que ce qu'elles gagnent. Et ça fait d'eux des pauvres chroniques. Parce que vous l'avez deviné sans doute, elles vont avoir des dettes, des crédits, ok, et vont même finalement se retrouver dans la mendicité, le vol, voire l'escroquerie. Ça, c'est le plus haut degré d'esclavagisme à l'argent. Parce que sachez que les pauvres se laissent dominer par l'argent. Ils n'ont pas cette capacité de contrôler leurs dépenses. Dès qu'ils ont l'argent, ils sont orientés dépenses. Ça, c'est de l'esclavagisme à l'argent. La deuxième catégorie de pauvres, les pauvres équilibrés. Les pauvres équilibrés vont dépenser tout ce qu'ils gagnent. Alors certes, ils ne vont pas avoir de dettes ou de crédits, mais ils n'auront aucune économie aussi. Si vous dépensez tout ce que vous gagnez, demandez-vous le jour que vous ne travaillerez plus. Si un jour vous perdez votre travail, aussi tout à coup vous commencez par gagner moins, est-ce que vous allez toujours continuer par mener votre train de vie? Pensez à ça et donc laissez une partie de ce que vous gagnez toujours de côté comme économie. Et ça, c'est très important. Il y a un adage africain qui dit que le coq est sage parce qu'il n'avale pas une nourriture supérieure au volume de son gosier. Et ça fait de lui un homme sage, enfin, un animal sage. Et je suis sûr que le coq n'est pas plus sage que vous. Et si le coq n'est pas plus sage que vous, vous ne devez pas dépenser plus que ce que vous gagnez. Même si c'est 15 000 vous gagnez, vous ne devez pas dépenser au-delà de 15 000 francs le mois par exemple. Et si vous êtes tenté toujours à dépenser tout ce que vous gagnez, laissez-moi vous partager la sagesse des fourmis. Les fourmis amassent leur nourriture pendant l'été, une période favorable pour eux, et laissent toujours une partie pour l'hiver en sachant qu'en hiver, elles ne pourront pas travailler. Les fourmis non plus ne sont pas plus sages que vous. Alors faites en sorte de toujours laisser de côté une partie pour les jours mauvais ou pour un investissement. En troisième catégorie, nous avons les pauvres moyens. Les pauvres moyens ne dépensent pas tout ce qu'ils gagnent. Êtes-vous un pauvre moyen? Les pauvres moyens laissent toujours une partie de ce qu'ils gagnent en économie pour pouvoir le dépenser plus tard. Et c'est ce qui fait justement d'eux des pauvres quand même. Ils sont pauvres moyens, mais ils sont quand même pauvres. Pourquoi? Parce que ce qu'ils laissent de côté va servir pour une dépense ultérieure. Un exemple. Vous laissez 20 000 francs de côté et ces 20 000 vous servent à acheter des cadeaux de fin d'année pour votre famille. C'est vrai que vous avez laissé l'argent de côté. Vous êtes déjà mieux qu'un pauvre chronique ou un pauvre équilibré. Mais là où ça ne vous arrange pas, c'est que cet argent ne vous aura servi finalement que à faire encore une dépense. Ici, quand même, l'argent a moins de pouvoir. Ces personnes arrivent à contrôler un peu l'argent. C'est juste qu'ils ne sont pas judicieux quant à ce qui concerne ce qu'ils doivent faire avec cette épargne-là. Prenez l'exemple aussi de voiture. Supposons que vous épargnez pour finalement acheter une voiture. Si la voiture doit être considérée comme une chèvre, alors je dirais que c'est un bouc. C'est un bouc parce qu'elle ne va pas procréer, elle ne va pas produire de la richesse et elle va faire pire, elle va tuer les autres chèvres même de votre troupeau parce que la voiture aura besoin donc d'entretien, de carburant, d'assurance, des taxes et tout ça là et ça va tuer d'autres chèvres dans votre troupeau. Alors avoir une voiture c'est bien, une maison c'est encore mieux, mais on n'est pas riche parce qu'on a une maison ou une voiture. On est riche parce qu'on a de l'argent qui travaille pour soi. Et là je vais parler de la quatrième catégorie de personnes que sont les riches. Tous les riches ont ce point en commun, ils ont de l'argent qui travaille pour eux. C'est ça la richesse. Être riche, c'est dominer l'argent, faire en sorte que l'argent travaille pour soi. Donc peu importe son niveau de revenu, on peut être riche si on arrive à faire travailler son argent pour soi-même. Donc les riches sont maîtres de l'argent.
Ils ne vont pas dépenser tout ce qu'ils gagnent. Et ne vont pas économiser non plus uniquement pour des biens de consommation personnelle. Non, comme une voiture, une maison. Non, non. Ils vont économiser pour se constituer un capital d'investissement. Et si on prend l'exemple de l'auteur, c'est justement ce qu'il a fait. Il a commencé par épargner alors qu'il gagnait moins de 10 000 francs le mois. Et en épargnant au fur et à mesure, il s'est d'abord constitué un capital de 25 000 francs, soit l'équivalent d'une chèvre. Et à partir de ce moment, il a commencé par considérer ces 25 000 francs comme une chèvre. Et de cette chèvre, il est allé à 350 000 francs, soit l'équivalent de 35 chèvres, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il est millionnaire en dollars. Il est parti de nulle part. Et ça, je m'adresse à toutes les personnes qui sont dans cette catégorie de gens qui ne travaillent pas, qui n'ont pas un revenu conséquent. Ne pensez pas que la richesse n'est pas pour vous. Tout le monde peut devenir riche s'il s'y met, s'il donne, s'il met sa volonté. 80% des riches ont dû commencer nécessairement quelque part. Ils ont dû aller au charbon pour pouvoir se tailler une place au soleil. Vous et moi, on peut faire pareil. Il suffit juste d'avoir l'intelligence financière qui va avec. Benjamin Franklin, l'homme qui a son effigie, son image sur les billets de 100 $ américains, a déclaré à son époque que tout celui qui gagne, tout ce qu'il peut gagner justement, et qui épargne tout ce qu'il gagne, excepté les dépenses nécessaires, ne manquera pas de devenir riche. Loi de cause à effet. Celui qui gagne tout ce qu'il peut gagner justement, c'est-à-dire pas voler, pas escroquer, et qui épargne tout ce qu'il gagne, excepté les dépenses nécessaires, ne manquera pas de devenir riche. Loi de cause à effet. Pour Benjamin Franklin, l'épargne conduit inévitablement au succès, tout comme n'importe quelle autre loi, comme la loi de l'attraction, la loi de la pesanteur, toutes les lois physiques que vous connaissez. Les lois sont immuables, on peut les constater, mais on ne peut pas les changer. Ça veut dire que si vous épargnez, vous ne manquerez pas de devenir riche. Voici donc quelques stratégies pour pouvoir mieux épargner son argent. Il faut tout simplement prendre le temps de lister toutes les dépenses qui ne sont pas nécessaires. Toutes les dépenses que vous avez l'habitude de faire, listez celles qui ne sont pas nécessaires et les bannir. Et là, vous allez commencer par mettre de l'argent de côté. Il faut aussi couper des contacts avec les personnes qui sont totalement dépensières. Vous avez des personnes qui, quand vous êtes en contact avec eux, elles vous conduisent dans des dépenses irraisonnées. Mais coupez le contact avec ces personnes. Prenez la décision et l'engagement ferme dès aujourd'hui de commencer par épargner. Posez-vous la question, si depuis que vous travaillez, vous aviez commencé par épargner 10% de ce que vous gagnez, est-ce que vous n'aurez pas un capital d'investissement aujourd'hui? Maintenant, imaginez que vous ne commencez pas dès aujourd'hui. Dans 10 ans, est-ce que vous n'auriez pas aimé avoir un capital d'investissement? Voici la raison pour laquelle il faut prendre l'engagement de se lancer dès aujourd'hui. Si jamais l'envie vous vient de dépenser quand même ce que vous avez déjà mis de côté, parce que les riches, même pour leur santé, ne vont pas dépenser ce qu'ils ont mis de côté comme capital d'investissement. Jamais. Nous avons parlé donc de l'épargne aujourd'hui. Comme je l'ai dit, la prochaine fois, nous allons parler de l'investissement. Parce que épargner ne suffit pas. Remarquez que ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres moyens se trouve uniquement dans l'objectif de l'épargne. Les pauvres épargnent pour pouvoir dépenser plus tard. Les riches épargnent pour se constituer un capital d'investissement. Si vous épargnez et que cet argent ne vous sert pas à créer de la richesse, vous ne serez jamais riche. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé. J'espère qu'elle vous aura fait du bien. Et si vous pensez effectivement que c'est nécessaire, c'est intéressant, vous pouvez partager à d'autres personnes qui peuvent en avoir besoin. Il faut vraiment qu'on apprenne à lire, parce que des milliers de personnes qui ont réussi dans bien de domaines ont laissé leur sagesse dans les livres. Si on ne lit pas et qu'on se contente juste d'autres loisirs, on ne va pas se développer sur le plan intellectuel et en termes de sagesse. Merci beaucoup à tous. On est ensemble. À la prochaine.